Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est en période de crise que les convictions se révèlent, que les hommes évaluent leurs relations avec leur patrie, leur pays, leur terre. Le Congo, notre pays, traverse une des très grandes crises de son histoire. Cette crise, elle est due effectivement, comme vous le savez, à la guerre qui aujourd'hui sévit de manière ravageuse à l'est du pays. Des Congolais, mais aussi surtout des étrangers, des Rwandais, ont décidé d'agresser notre nation et de revendiquer des choses qui mettent en péril l'existence même de ce pays. Face à ce fait, face à cette crise, plusieurs réactions ont été enregistrées. Mais la réaction attendue est celle de Congolais eux-mêmes, de l'élite congolaise, de la manière dont elle va faire la lecture de cette crise, de quel côté de l'histoire elle va se trouver. C'est à ce moment-là que l'on saura si notre pays méritait de son élite. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir et la grande responsabilité de faire parler l'un de ceux qui, dans ce pays, portent la voix de la connaissance et la voix du discernement, parce qu'ils ont les clés de l'analyse. J'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Justin-Marie Bomboko Junior, que je ne présente plus, mais que je vais quand même vous présenter. Vous êtes un acteur politique, bonsoir. Bonsoir, mon frère William. C'est avec tout plaisir que je vous reçois sur ce plateau, même si aujourd'hui, le contexte n'est pas au plaisir, c'est un contexte de gravité. Mais nous devons, émotion toute proportion garder, mettre à côté, pour que nous puissions nous atteler à la rationalité. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que vous êtes un acteur politique, on ne peut pas vous présenter, mais on ne peut pas non plus évoquer votre nom sans évoquer ce qui est en jeu aujourd'hui, l'indépendance du pays. Ces jours-là, le 30 juin 1960, c'est votre père, qui est en fait votre modèle et votre leader. Co-signataire qui a co-signé l'acte d'indépendance. L'indépendance, Premier ministre belge. Cette indépendance que nous avons aujourd'hui du mal à assumer totalement par le fait que le pays n'a pas toute son intégrité. Vous avez donc vécu avec lui et vous avez vécu dans ce pays. Aujourd'hui, l'âge que vous avez est plus que celui que votre père avait quand il signait cet acte d'indépendance. Absolument. Donc, vous avez dépassé en âge, en expérience et en connaissance. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne va pas revenir vers le passé, mais on va se poser la question de la mobilisation. Parce que vous êtes venu ici me disant, je veux donner la parole, je prends la parole pour mobiliser. Quel est le fondement de cette mobilisation générale dans cette période de crise? Quel est son fondement? Vous avez parlé, mon frère William, vous avez fait allusion à 1960, cette date historique. C'est un bon départ. Nos parents, les pionniers de l'indépendance, avaient l'amour du pays. Je vous ai toujours dit que je suis un témoin de l'histoire. Survient le 30 juin 1960. Un mois après est décrétée la sécession katangaise. Je vais aller à l'essentiel.
Qui a organisé la sécession katangaise? C'était la Société Générale et l'Union Minière. Est-ce que les gens représentent ce que fut l'Union Minière? En somme, c'était la réaction du grand capital qui n'acceptait pas l'indépendance. Il y avait 4 acteurs principaux. Le colonel Weber, Jacques Brassine, le colonel Van de Waal et un cousin du roi Baudouin, le baron d'Ampremont Menem. Pour votre gouverne, Monseigneur Amtine, qui était l'archevêque du Katanga, pendant la colonisation, professait déjà, il condamnait la contribution, selon lui exagérée, du Katanga en ce qui concernait le budget colonial. Il y avait déjà des relents sécessionnistes bien avant la proclamation De l'indépendance. de l'indépendance. En somme, nos parents ont lutté avec conviction contre le grand capital international. Il y a aussi, parce qu'il y a une dualité, il y a aussi la lutte contre le communisme. Il y a eu Che Guevara dans ce pays. Il est important de souligner que lors des différentes sécessions qui se sont opérées, il va y avoir Tananarive, où, sous l'auspice de l'ONU, tous les sécessionnistes et le gouvernement central vont se réunir. Chacun devait retourner chez lui en étant autonome. Donc c'était la balkanisation du pays. Papa dira au président Kasavubu, ne signe pas ce document. Il y a cet exploit diplomatique opéré par mon père aux Nations Unies, où il y a 2 gouvernements congolais qui se présentent. Papa fera la prouesse de convaincre notre ennemi, Khrouchtchev, qui va voter dans l'Union soviétique, donc à l'unanimité, on va appuyer le gouvernement légal. Nous avions des patriotes, des personnes qui avaient une conviction, qui avaient une foi. C'est ce que nous déplorons au niveau de notre génération. On fait de la politique pourquoi? On fait de la politique pour les générations futures. On fait de la politique pour apporter une action contributive au développement du pays. On ne fait pas de la politique par un agenda particulier, pour être carriériste. Non. Je vais vous citer un fait majeur. Le 4 juillet 1964, il y a à Washington la signature de l'acte civique en faveur des Américains africains. La veille de la signature, il y a le président du Parti républicain qui vient trouver le président Johnson, qui lui dit: Monsieur le Président, si vous signez cet acte, vous ne serez pas réélu. La réponse de Lyndon Johnson, vous voulez la savoir? Mais bien sûr, vous avez la parole. Je ne voudrais pas que mes générations, ma descendance, aient honte plus tard à l'université lorsqu'on va évoquer que j'ai refusé de signer. Pour ça, je signe. Moi, en toute humilité, en regardant les faits contributifs opérés par mon père et mes amis, je n'ai pas honte de ce qui a été fait. De m'appeler Justin Bombombo.
Alors, En somme, oui. en disant cela, je veux vous faire comprendre que quand on fait de la politique, on doit penser à ceux qui vont nous succéder. Tous ces morts, quelles que soient les justifications, est-ce que Nanga a conscience de tous ces morts? Sa postérité. J'interpelle nos frères à la sagesse. Vous êtes déjà en train de conclure cette émission qui vient à peine de commencer. Hein, donc, je voudrais revenir encore un peu. Je comprends qu'il nous faille prendre un élan. Et vous l'avez puisé dans l'histoire personnelle, dans l'histoire du pays, parce que ici, les acteurs se confondent un peu aux personnes, parce que c'est comme ça. C'est votre père. Il est important qu'il C'est votre père. Et il est important qu'il y ait un déterminisme. Les Congolais doivent comprendre que la politique est un devoir. Vous l'avez dit. Maintenant, je reviens encore à ma question. Vous devez y arriver, c'est la mobilisation. Avant que vous n'alliez vers les interpellations. Excellent. Pourquoi? Quel est le fondement d'une mobilisation générale? Pourquoi faut-il... Parce que le peuple vague à ses occupations. Il est dirigé par des institutions. Chacun fait ce qu'il est dans le pays, dans les cadres de la loi. Mais vous dites il est temps de se mobiliser de manière générale. Je reviens donc à la question. Pourquoi faut-il une mobilisation? Quel est le fondement de cette mobilisation générale? Pourquoi le peuple est appelé à se mobiliser de manière générale? Le pays est menacé de disparition. Je vais vous donner un autre exemple historique. Beaucoup de gens ne savent pas que Taïwan, à l'heure actuelle, le Kuomintang, ils étaient au niveau du continent chinois. Il y a eu ce pacte historique en 1937 entre les communistes et les nationalistes. La personne qui était au pouvoir à l'époque, c'était Chiang Kai-shek. Les Mao Tse-tung étaient dans les maquis. Lorsque les Japonais ont pénétré le territoire chinois, il y a eu une trêve, il y a eu une union historique. Nous allons baisser les armes et combattre l'envahisseur. Nous allons reprendre les hostilités lorsque l'envahisseur sera parti. On demande aux Congolais de mettre de côté la politique politicienne. Oui, cet appel patriotique n'est pas à être dévoyé. Ce n'est pas une quête d'allégeance vis-à-vis d'un pouvoir ou d'un homme. Non, nous devons tous fédérer derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors. C'est important qu'il y ait une trêve nationale, que le débat interne soit mis de côté pour que l'ennemi soit dehors de nos frontières. Vous savez, mon frère Kalengai, moi, je considère souvent l'échec comme une richesse. Quand on échoue dans une démarche, dans un processus, c'est un enrichissement. Kagame nous a rendu service. Beaucoup de gens ne savent pas. Avec les réchauffements climatiques qui s'annoncent, dans plusieurs années, nous allons avoir un afflux de population venant du centre de l'Afrique. Si administrativement nous ne sommes pas organisés, il y a déjà les Mbororo qui sont ici, qui font des enfants. Prenez l'exemple de la Yougoslavie, avec le Kosovo. Ils viennent de l'Albanie. Lorsqu'ils ont augmenté en nombre, ils ont réclamé l'indépendance. C'est ce qui risque d'arriver. Les Congolais doivent être conscients
que nous avons hérité d'un bel espace. Mettons de nos côtés nos querelles. Justement, M. Justin Bomboko. En disant cela, c'est important, Oui. je vais ajouter une phrase. En disant cela, loin de moi. Parce que d'avilir le débat politique. Quand on parle de démocratie, le contradictoire, c'est un établi de la démocratie. Hein? Quels que soient vos faits, en ce qui concerne la gestion d'un pays, vous serez toujours critiqué par l'opposition. C'est normal, ça fait partie de... Mais alors, maintenant, répondez à ma question ici. Mais alors, pour que ça ne soit pas une parole creuse qui n'a pas de contenu, il faut que l'on en donne un contenu. Quand vous dites que tout le monde derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors, pour que ça ne soit pas un slogan répété à longueur de journée par plusieurs compatriotes, il faut que nous en donnions un contenu qui soit concret. En même temps, vous dites que les débats, la contradiction est inhérente à la démocratie. Alors, maintenant, comment vous liez l'attachement, l'alignement derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors et la préservation, finalement, de la dynamique démocratique qui est basée sur la contradiction? J'ai parlé d'une trêve. Ça veut dire concrètement quoi? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Tant que le pays n'est pas libéré, oui. Soyons tous derrière nos institutions. Tant que Goma, Bukavu ne sont pas libérés, soyons tous, boutons-les dehors, ils sont dehors et nous reprenons notre routine, notre combat routinier. Alors comment comprendre que dans la prise en compte des contradictions intérieures, qu'il y ait des Congolais qui estiment et qui pensent s'identifier aux agresseurs et qui même, dans une certaine mesure, presque encourageraient l'avancée des rebelles et des Rwandais. Excellent. Comment vous expliquez cela? Excellent comme question. Excellent comme question. Je vais répondre par un fait historique. Ouais. Je ne sais plus en quelle année. Pendant que Moïse Tshombe dirige la sécession katangaise, une délégation katangaise arrive à Kokiladville. C'est mon père, le défunt Léon Ngoulou, qui est gouverneur. Sous le couvert d'une médiation, la délégation katangaise propose que l'Équateur proclame également, comme l'a fait le Sud Kasaï, que l'Équateur proclame son indépendance. Une forme d'autonomie. Son indépendance, comme le Katanga. Avec des promesses de financement faramineux de la part de l'Union minière. Monsieur Tshombe était venu avec une valise pleine. Les fameuses valises. Voilà, pleine. Tshombe s'est promené partout avec. Pleine. Avec tout le respect que j'ai pour mes collègues politiques. De nos jours, la valise aurait été acceptée. Je dis ça avec énormément d'égards. On ne fait pas la politique pour de l'argent. Ce qui tue ce pays. Tous ces mouvements résiduels. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kokiladville? Non. Ce qui s'est passé à Kokiladville, c'est que Papa Ngoulou a refusé. Si vous avez bonne mémoire, une des provinces qui est restée fidèle au gouvernement central, c'était la province de l'Équateur. Papa Ngoulou a refusé. C'est cela, faire de la politique, avoir foi, avoir une conviction. Toutes ces guéguerres qui s'opèrent, derrière il y a l'argent. C'est ça le drame.
C'est ça le drame qui est nôtre aujourd'hui. Alors, vous pensez que les Congolais qui sont opposés aujourd'hui au président Tshisekedi et qui trouvent dans cette avancée des rebelles et des Rwandais, qui trouvent qu'il y a matière à s'accrocher, c'est pour l'argent? Oui. Oui. Ne confondons pas les choses. Je dis ça avec beaucoup d'égards. Ne confondons pas les choses, mon cher William. Beaucoup de personnes ont eu à s'enrichir avec ces processus malheureux. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Kagame, c'est notre faiblesse. Avons-nous encore des gens de foi? C'est ça la tragédie congolaise. Très bien. Alors, évidemment, pour mettre fin à cette guerre, et parmi les moyens qui sont... Il y a vraiment la guerre, il y a les terrains où s'affrontent aujourd'hui les FARDC avec les troupes, contre les troupes rwandaises, avec les Wazalendo. C'est la réponse militaire, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais nous allons parler d'autres réponses, notamment les différentes initiatives qui sont sur la table. Initiatives selon laquelle, par exemple, on en a repéré à peu près 5, on va essayer de les visiter. Vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez? Première initiative, c'est cette rencontre ratée, peut-être elle va être remise en ligne, le dialogue direct entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre directe? Par ailleurs, au début refusée, mais depuis hier, acceptée quand même par le gouvernement. Vous pensez que ce dialogue direct peut régler la contradiction? Tout ce qui concourt à la paix doit être encouragé. Évidemment, on ne voudrait pas que le M23 vienne ici pour contester les institutions établies. Mais tout ce qui apporte la paix doit être encouragé. Regardez un peu le nombre de personnes, d'enfants qui n'ont plus de mère, qui n'ont plus de parents. Regardez un peu le nombre de tués, c'est horrible. C'est horrible. Donc vous encouragez la rencontre avec les M23. Il le faut. Mais ils ne viendront pas simplement pour cesser les feux, ils vont venir avec des revendications. Tout ce qui concourt à la paix, on va discuter. Il y a des choses que nous allons accepter, d'autres qui seront refusées, mais on doit pouvoir dialoguer. Il y a aussi la rencontre des Doha qui soulève beaucoup de commentaires, notamment même de la part de l'Angola, qui a été surprise de cette rencontre. Le président Tshisekedi en tout cas, il a géré ça de manière très discrète et le monde entier était surpris. D'ailleurs, on parle de la rencontre surprise de Doha. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ayant été initié à la diplomatie secrète, comment vous voyez ces choses? Comment a-t-il réussi ce coup? Parce qu'en fait, c'est un coup diplomatique, un coup médiatique aussi. Doha est devenu le centre diplomatique du monde pour différentes raisons. Vous êtes sans ignorer qu'à l'heure actuelle, dans cette région, s'opère également la négociation pour le compte de l'Ukraine et de l'URSS. Le président de la République a eu à démontrer une maestria extraordinaire qui a mis à nu Kagame. Ça fait 30 ans d'asservissement. 30 ans d'asservissement. Le monde occidental, ayant en pensée la tragédie du génocide, a laissé agir Kagame, qui a profité de nos faiblesses, pour s'implanter chez nous. En somme, tout cela a pour origine
du temps du président Mobutu qui a commis l'erreur de ne pas tirer la leçon de la chute du mur de Berlin. Tout part de là. Il y avait un autre monde. En matière de politique, il est important de tenir compte de l'évolution géopolitique du monde et de s'imprégner de cela. C'est très important. On ne peut pas oublier, mon cher William, la prouesse opérée par deux mamans. Propitias. Félicitations à Madame la Première ministre de son fabuleux discours à l'Union africaine et de cette maman, cette vaillante maman Wagner qui a brillantissime, qui a excellé au niveau des Nations Unies. Ce sont les mamans, quand on parle de l'appel au patriotisme, les mamans ont montré l'exemple. Ces deux mamans ont été fantastiques. Fantastiques. Je n'en reviens pas. Alors, vous pensez que... En regardant Madame Wagner, j'ai pensé à mon papa. Qui a été aussi ministre des Affaires étrangères. Absolument, même méthode, même méthode. Alors, mais revenons un peu à la rencontre de Doha. Vous avez dit que Doha, c'est aujourd'hui un épicentre diplomatique et vous avez raison. Mais est-ce que cette rencontre peut-elle être décisive ou bien elle était cosmétique? Entre Kagame, le président rwandais, et Félix Tshisekedi, le président congolais. En politique, il faut profiter de toutes les opportunités. Je ne suis pas devin pour vous dire, pour vous décrire le devenir en ce qui concerne ce processus, mais il est important de prendre toutes les opportunités. On n'a pas la même lecture dans le pays, les gens ont des points de vue différents, il n'y a pas un seul processus qui n'a pas soulevé des contradictions. Notamment celui, par exemple, piloté par les évêques catholiques et protestants, qui proposent un pacte social et qui est d'un côté soutenu, de l'autre côté diabolisé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ne faisons pas de confusion. Les princes de l'Église font leur devoir. Ce sont des bergers de la paix. Le nombre de morts, personne ne s'appesantit là-dessus. Le nombre de morts, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais à Goma, on nous parle de 3 000, 4 000 morts en une journée. Non. Il y a des orphelins, tous ces déplacés. Est-ce que nous pensons à ces gens? Est-ce que nous pensons à ces gens? Donc, vous soutenez cette démarche? Absolument. En même temps, il y a une autre démarche qui commence d'ailleurs le lundi. C'était la démarche pilotée par le conseiller spécial du président en matière de sécurité. Il a commencé les consultations. Donc, vous avez les consultations, vous avez les dialogues, vous avez les consultations. Donc, vous avez énormément d'initiatives. En politique... On ne se retrouve pas dans tout ça. Non, détrompez-vous. Quel est le lien? Comment on fait? Non, détrompez-vous. L'essence même de la politique, c'est le dialogue permanent. C'est ça la politique, dialoguer. Au terme du dialogue, les solutions se dégagent toujours. C'est ça la définition de la politique. Alors, maintenant, regardons les dialogues, les vrais grands dialogues. Vous l'avez dit, en 60, c'était l'Union minière, Oui. les capitales internationales. Oui. Aujourd'hui, nous avons les mêmes capitales qui reviennent sous plusieurs formes parce que intéressés par les ressources naturelles du Congo. On y accède par les groupes armés. Le grand dialogue, la grande définition de tout cela, c'est ce que le président Tshisekedi est en train de proposer aux Américains aujourd'hui, notamment cette question de minerais contre sécurité. Même cette initiative du chef de l'État a soulevé des polémiques. Les gens parlent du bradage des ressources naturelles. Bref, l'opposition à un pouvoir, à un régime, peut-il être substantiel dans toutes les démarches?
Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du président d'aller voir directement les Américains et discuter avec eux? La politique ne se décline pas par les critiques stériles. Nous avons un nouveau monde à l'heure actuelle. Il y a une puissance qui sont les États-Unis. Il est normal que nous puissions créer des deals avec eux. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que nos minerais traversaient la frontière. Et vous vous rendez compte que même un pays comme un espace, disons, un espace comme la communauté européenne avait créé un deal privilégié avec le Rwanda qui ne produisait aucun minerai. Il faut se saisir des opportunités. Il faut le répéter, mais pourquoi les Américains? Pourquoi pas les Russes, par exemple? Pourquoi le président n'a pas pensé que les Russes pouvaient être une intervention rapide dans ces dossiers? Pourquoi? L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Votre réponse n'est pas claire. Si, il y a une opportunité qui se présente. Nous devons la saisir. Mais on aurait pu aller chez les Russes aussi. Est-ce que les Russes nous ont fait une telle proposition? Nous, est-ce que nous avons fait une telle proposition aux Russes? Est-ce que nous l'avons faite et ils ont refusé? Pourquoi nous avons fait chez les Américains? Je voudrais quand même que vous puissiez sortir, vous sans réserver. Ne gardez pas pour vous les choses que vous connaissez. C'est les lieux de dire. Il y a un nouveau pouvoir à l'heure actuelle aux États-Unis. Voilà. Trump représente une force et derrière lui, il y a tous ces industriels. Il vaut mieux les avoir de votre côté que contre vous. Alors ceux qui disent que c'est un bradage des ressources n'ont pas raison. Non, ils ont tort. Nous n'avons pas encore fait le contrat. Comment pouvez-vous parler de bradage lorsque rien n'a été souscrit? Entre-temps, la vie au quotidien doit être gérée. La guerre ne touche pas tous les territoires. Il y a aussi le 22, les 143 territoires où il n'y a pas encore d'affrontements qui doivent être gérés. Vous et moi Oui. échangeons constamment. Vous et moi échangeons constamment là-dessus. Regardez un peu le nombre de Congolais qui font de la politique. Ça me désole. Si vous voyez que moi j'en fais, vous m'excusez, je suis enrhumé, je ne suis pas bien. Si vous voyez que je fais de la politique, c'est parce que j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Mon rêve à moi pour ce pays, c'est que nous ayons des entrepreneurs. Nous avons je dirais des chemins, des îlots d'espérance, et je vais citer un cas. Les huileries du Congo. Il y a des Congolais qui ont repris le capital, comment dire ça, Le PLZ. de PLZ. De l'époque, oui. Le PLZ, et ça marche du tonnerre. Ils sont en train de racheter d'autres plantations. Non, on veut que on sortira de la pauvreté par l'entrepreneuriat. Nous devons former nos gens. C'est ce qui pourra développer le pays. C'est rien d'autre. Ces jeunes qui sont laissés à l'abandon, aujourd'hui l'insécurité dans nos villes et dans nos villages, le chômage, dans nos cités, le chômage. Je vais vous citer. Le VPM de l'intérieur doit être certainement chargé par rapport à ça. Je vais vous citer un exemple. J'ai quitté le toit parental en 1980. Je me suis marié. Et j'ai habité mon domicile à la 11e rue à Limete. C'est là où la plupart de mes enfants sont nés. Limete, c'était un espace industriel. Il y avait des entrepôts, il y avait des ateliers partout. Aujourd'hui, ce sont les églises de réveil. Nous sommes tous des hommes de foi. La Bible est claire, tu mangeras à la sueur de ton front. Aujourd'hui, le Congolais ne travaille plus. Le Congolais ne bosse plus, William.
tous les espaces économiques, ce sont les Indo-Pakistanais et les Chinois. On a démissionné. C'est les prières du matin au soir. Loin de moi, nous sommes des hommes de foi, je respecte la foi de tout un chacun, mais c'est par le travail. Le travail. On doit remettre le Congolais au travail. Avec l'insécurité, comment on fait? Comment on fait face à l'insécurité? L'insécurité a pour origine la fainéantise, la démission. De qui? De la population. Alors, qu'est-ce que vous pensez des opérations comme l'opération Dobo, orchestrée par le ministère de l'Intérieur, et en même temps les effets de récupérer ces jeunes, de les amener à Kanyama-Kasese pour les intégrer dans le service national? Vous pensez que c'est une opération qui peut... Je dirais, c'est une des solutions. C'est une des solutions, c'est quand même une volonté politique qu'il faut appuyer. Mais le problème, c'est de pouvoir avoir des entrepreneurs. Regardez un peu ce qui se passe dans certains pays, la Côte d'Ivoire par exemple. Les gens doivent travailler, Et il est évident qu'il y a un problème de financement. Les comptes à vue n'existent plus. Il faut des politiques de crédit. Il faut vraiment appuyer. Monsieur Bomboko, nous allons à la fin de cette interview. Vous avez dit des choses très très fortes et très graves. Je voudrais que vous regardiez la caméra en face et que votre caméra et que vous lancez un message. Si tout ce que nous avons dit est oublié et que personne n'a suivi, ce qui peut arriver, mais que personne ne rate votre message de la fin. Quel est le message clé, précis, que vous adressez à votre nation? Nous risquons de perdre ce beau pays par nos faiblesses. Mettons-nous tous derrière les institutions de la République. Décrétons une trêve. Nos débats politiques reviendront. Décrétons une trêve, soyons unis pour bouter l'ennemi dehors. Si nous nous prenons garde, nous n'aurons plus d'espace. Ça fait 30 ans que le pays est asservi. 30 ans, cette récurrence est suicidaire. Mettons de côté nos querelles et ayons foi en l'avenir de ce beau pays. Merci. Merci, M. Justin Marie Bomboko Junior, d'avoir été à cette émission. Vous avez pris la force, la dernière des forces que vous aviez. Je savais que vous luttiez contre quelques malaises, mais vous avez accepté de venir. Et malgré que c'était difficile, mais nous y sommes arrivés. Votre message va certainement passer. Je veux donc vous remercier et vous dire effectivement que la trêve que vous avez demandée va certainement être entendue, parce que d'ici là, nous entendons d'abord des mouvements de cessez-le-feu et des appels de la classe politique à une consultation très rapide. Nous ne pouvons qu'espérer que le pays retrouve son unité, non seulement l'unité territoriale, mais la plus grande des unités, c'est l'unité de pensée. L'unité de pensée qui amène l'unité d'action. Et une action pour pouvoir défendre ce qui nous est tous plus cher, la patrie. Merci d'avoir été avec nous à cette émission. Je vous remercie surtout l'équipe qui m'a accompagné, qui est venue de manière express pour tourner cette émission. Je voudrais vous la souhaiter en bonne réception. En tout cas, portez-vous bien et prenez soin de ceux qui vous sont proches. Au revoir. Merci.